Excellente soirée à l'écoute de Oui FM. Ça y est, c'est l'heure. On l'a attendu cette interview, Lucas. Oui, on l'a tellement attendu depuis la semaine dernière. On est comme ça, vivement. On vous a lancé quelques hints sur sur nos invités du jour. Ils viennent de sortir leur tout nouvel album The Darkest Place I've Ever Been. Je te laisse dire le nom du groupe. On reçoit Landmarks aujourd'hui. Coucou. Comment ça va ? Salut. Très bien, merci beaucoup. On est vraiment très très heureux de vous recevoir. On y pense depuis très très longtemps. On avait hâte déjà on vous a vu au Hellfest. Ouais. On vous avait rencontré. Déjà à ce moment-là, on avait hâte que l'album sorte. De vous recevoir ici proprement. Et ça y est, un album qu'on a adoré, Lucas et moi. On est complètement fans. Lucas l'a écouté 107 000 fois. Déjà, waouh. En 2 jours seulement. Possible ça ? Il est très fort. Au moins. Et déjà, comment ça va ? Très bien. Très bien. Ouais. Merci pour l'invitation. Ouais. Avec grand plaisir. Comment se passe la sortie de cet album ? J'ai l'impression que les retours sont assez bons. Oui. Alors, en fait, de ce qu'on a pu voir, extrêmement bien. Donc, vu que là, en fait, on a sorti l'album, on est venu à Paris, tout ça, on n'a pas trop eu le temps de regarder un peu les retombées. On est en plein dedans, ouais. Mais de ce qu'on a pu entendre, oui. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de messages sur cet album où, en fait, je pense qu'il y avait une attente sur cet album et on le savait, mais je pense que on était un peu stressés de ça, forcément. Et je pense que les gens l'étaient aussi. Ils en attendaient beaucoup, vraiment. Et le fait qu'ils ne soient pas déçus, ça a fait un effet j'étais soulagé. De soulagement autant qu'à nous, je crois. Parce que je reçois des messages en mode waouh, ça y est, merci, il est vraiment bien. Heureusement que vous avez réussi. Ouais, voilà, écoute. Ouais. Apparemment, on reçoit beaucoup de messages comme ça. C'est vrai qu'on en a tous les deux parlé depuis la sortie de l'album. Je pense pas avoir vu un message négatif, même sur des publications d'autres médias, etc., dans les commentaires, etc. Généralement, il y a forcément des messages de gens qui n'aiment pas. J'en ai pas vu un seul pour le moment et c'est réel. Okay. Je pense que c'est rare. C'est l'une des premières fois que je vois ça, je pense. Donc oui. Paris réussi. Écoute, ou peut-être qu'il se cache, je sais pas. Il faudrait regarder tous les commentaires sur tous les réseaux. Généralement, les rageux, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'exister, donc ils se lâchent vraiment. Mais en vrai, ça fait quand même de la pub. Ça fait quand même de la pub. Faut les laisser s'exprimer, ils ont le droit de pas aimer. Il n'y a pas de souci, évidemment, mais pour l'instant... c'est dithyrambique, disons. Voilà. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit, ça nous touche, en fait. Les premières reviews qui tombent, elles sont très bien notées. Nous, on était en mode l'album il est nul et tout. C'est vrai. Tu remets tout en question, tu sais, tout le temps, c'est normal. Ouais. À force de travailler sur quelque chose, il y a un moment donné où t'es plus du tout objectif, c'est bien connu, quoi. Et tu sais, du coup, quand l'album sort, surtout qu'on l'a terminé il y a longtemps, on l'a terminé il y a presque 6 mois. Ah oui, quand même. On travaille dessus depuis 3 ans. À un moment donné, tu sais plus rien. Au bout d'un moment, tu sais plus. Bon, on le sort. Il faut que ça sorte. Si ça plaît, tant mieux. Mais en fait, on a tellement mis du cœur dans cet album que je pense que les gens, ils l'ont senti. Mais on va vraiment en parler parce que toutes les intentions qu'il y a, toute l'intensité également, j'ai trop hâte qu'on puisse explorer tout ça ensemble. Mais pour l'instant, rappelons-le, et je l'ai même pas dit en début d'émission, c'est-à-dire que Landmarks sont quand même avec nous, certes pour une interview, mais là où je suis un petit peu c'est qu'il y a également une session live acoustique et on va diffuser le premier titre en acoustique qui s'appelle Blood Red. On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur ce morceau. Blood Red, c'est... qu'est-ce qu'on peut dire de sympa dessus ? Blood Red, c'est le dernier morceau qu'on a composé. Il a failli ne pas apparaître sur l'album. Ouais. C'était une démo qui avait été mise de côté. Okay. Et en finalisant l'album, on se rend compte qu'il manque un liant. Je la prends comme ça, cette chanson, à tout le reste de l'album. Et surtout, il manque une chanson qui marque le coup en tant que landmarks français et les prises de risques, etc. Oui. Il manquait une chanson comme ça. Et en y réfléchissant, en réécoutant les démos, vraiment pas longtemps avant de finir l'album, je dirais 2 semaines avant de rendre l'album, vraiment on est là. Et on réécoute Blood Red, je me dis putain, il y a un truc, il faut tenter, on se donne 2-3 jours, et si en 2-3 jours on arrive à faire quelque chose, on le fait, sinon tant pis, on la laissera de côté. Et on a réussi à la finaliser. Oui, parce qu'à la base, on se disait, on a 9 chansons, on en compose une autre. On était vraiment en mode, il nous manquait une chanson. D'accord. Et Blood Red était vraiment de côté. Elle était à la poubelle. On n'y pensait même plus. Et en fait, on était en mode... En fait, c'était celle-là. En fait. Oui.
On l'a mise de côté et il fallait diguer plus, quoi. Ce qui est encore plus ouf dans le sens où c'est même sorti en single. Ouais. Du coup. Ouais. C'est devenu un de nos morceaux préférés. Oui. Ça se ressent en tout cas. Mais il y a plein de morceaux comme ça. Il y a plein d'anecdotes de groupes qui disent qu'ils ont composé leur main single de l'album à la fin sans vraiment. Il y en a plein. En fait, la démo, c'était vraiment un yaourt de flow, donc on comprenait pas trop. Et en fait, il a eu le déclic de tout faire en français. Et en fait, la chanson, elle s'est épurée. Et quand il nous a envoyé, quand il a mis des paroles, on a fait ah ouais, ok, c'est dingue. C'était évident, quoi. Et c'était évident que ça allait devenir un single. En fait, c'est passé de la chanson qu'on aimait à la chanson que limite on préférait, quoi. Ah, trop bien. Donc, belle histoire de Blood Red. Très belle histoire. Elle est passée à ça. Vous vous rendez compte, elle est passée à ça de ne pas être ici, les amis. Et par chance, elle est sortie. Et par chance, c'est un titre choisi par Landmarks pour nous la jouer en session live acoustique. Rien que cette phrase est stylée. Landmarks en session acoustique sur WeFM. Dans plusieurs interviews vidéo, tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler du fait que il y avait un énorme stress par rapport à la construction de cet album, de grandes attentes. Et dans plusieurs interviews, on vous entend aussi dire que vous sentez cet album comme étant un challenge. Ça revient énormément. Et surtout que vous êtes aussi un groupe français de métal. Il y a ce côté aussi représentation. Ça peut mettre un stress en plus. Il n'y a pas une histoire avec le fameux 4e album? Le 4e album, c'est soit tu y vas, soit tu y vas plus. Ah ouais, c'est Led Zepp 4, quoi. Led Zepp, c'est ça. Ok, ouais, peut-être. Je crois qu'il y a Après, t'as des groupes qui font mentir la règle quand même. Mais la question, c'est savoir s'il y avait vraiment une attente, plus d'attente sur cet album-là et quand même plus de pression. Oui, c'est clair et net. En fait, on s'est retrouvé avec un album qui a bien marché, donc Lost in a Wave, l'album d'avant. Et donc pour nous, c'est une première expérience d'album qui se démarque dans le paysage métal moderne, quoi, et qui nous a permis de faire des tournées internationales, etc. Et du coup, ça a changé toute la dynamique d'écriture qu'on a pu avoir pendant 3 albums quand même. 3 albums, c'est quasi 10 ans ou 8 ans d'habitude. Et là, on se retrouve avec des chansons qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Et t'es obligé de composer avec ça pour l'écriture du prochain, malgré le fait qu'on se dise constamment, on prend pas en compte ces choses-là, on écrit à l'instinct, etc. Et on fait la musique qu'on a envie de faire. C'est une obligation que tu prennes en compte le single qui a 30 millions de streams, celui qui en a on y pense, ouais. On peut pas y penser, mais on y pense. C'est obligatoire. Oui, mais en même temps, c'est ça aussi il y a ce côté défi aussi. C'est ça. T'es obligé, tu te dis, ok, certes, j'ai envie de faire ce que j'aime faire. Il y a ça qui fonctionne. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver comment contenter tout le monde. Exactement. Et en même temps se contenter nous-mêmes. Oui. Et apporter des nouveautés. Voilà. Et parce que notre but réel, c'était d'apporter de nouvelles choses et de pas se répéter. Sinon, on fait le même album en boucle. Comme beaucoup de groupes. Hein. Il y a des groupes qui se cantonnent à leur style. Il y a des ACDC, des machins. Ouais. Mais la majorité des groupes, ils aiment évoluer. Et c'est ce qu'ils disent généralement en interview. On a essayé d'aller plus loin, on a essayé de faire ci, sur ça. Mais c'est très dur, en fait. Hyper dur. C'est vraiment très compliqué. Et avec la pression rajoutée et tout ça qui est nouveau pour nous, ça a été compliqué à écrire. Et je pense qu'on a réussi. Et surtout, ça a été dur. On a fait que tourner. C'est-à-dire que l'album Lost, on a composé l'album en essayant de composer sur la route. Voilà. Quand on revenait à la maison, il fallait faire des sessions d'écriture et tout. En fait, c'était une approche totalement différente comparé à l'album d'avant, parce que du coup, Covid, tout ça, donc plus de temps. Et ouais, il fallait faire avec, quoi. Donc ça, plus la pression. C'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être aussi une anxiété qui peut s'installer par rapport à tout ça, j'imagine. Parce que vous n'avez pas le temps de vous poser. C'est-à-dire que vous rentrez de tourner, bam, il faut qu'on compose. Ou alors vous êtes en train de tourner, il faut qu'on compose. Et oui, sauf que l'inspiration, elle vient pas quand tu la décides. Bah ouais. Donc entre les tournées, tu bookes des sessions studio, tu dis il faut que j'écrive. Et en fait. Ça, l'inspiration, c'est un truc aussi, j'ai lu dans une interview, je crois que c'était chez Kerrang, où vous expliquiez que l'inspiration, elle est vraiment pas venue du tout immédiatement, que ça a mis du temps à venir. Et que ça a été très très difficile et qu'en fait finalement c'est presque le manque d'inspiration qui vous a inspiré au bout d'un moment. Ouais. Comme vous dites, en fait tout ce que vous dites là c'est ultra pertinent parce que il y a une anxiété donc qui s'installe. En fait c'est la page blanche quoi. Donc
forcément, tu remets en question tout ce que tu as fait, tout ce que tu es, toutes tes compétences, elles sont remises en question. Je dis putain, mais je croyais avoir la recette, je l'ai pas, je l'ai plus, ou je l'ai perdue, ou je sais qu'est-ce qui se passe, comment on faisait. Et en fait, tout simplement, c'est venu du fait que on voulait aller plus loin, on voulait proposer quelque chose de différent, et on n'avait pas encore les outils pour le faire. Il fallait qu'on passe par certaines étapes. Bien sûr. Et ces étapes, on les a passées dans la douleur, ce qui a provoqué de la frustration, de l'anxiété, des remises en question. Et tout ça, au fur et à mesure, parce que ça a été un long process d'1 an et demi, 2 ans, si ce n'est 3. Un outil, du coup. C'est devenu partie intégrante de l'album. Bien sûr. Ouais, ça s'est retrouvé dans l'album finalement. En fait, toutes ces émotions, vous les avez utilisées pour créer. C'est ça. Et finalement, ça donne ce ouf, bête d'album, s'il vous plaît, qui nous a perturbés, avec notamment un morceau, justement, de ce disque qui nous a chamboulé, et qui est certainement le morceau préféré de Lucas. Ouais, je pense, vous évoquiez la prise de risque et tout. Je pense que là, c'est l'exemple parfait de la prise de risque, La Valse du Temps, qui est ouf comme morceau. Les gars. Merci. Non, franchement, c'est en fait, parce qu'on en discutait aussi en antenne juste avant. Ce morceau-là, je pense, à titre personnel, je parle pour moi, mais c'est mon préféré, alors que c'est pas celui qui me correspond le plus. Deep Inferno est celui qui va me correspondre le plus en termes de goût, etc. Mais je pense que La Valse du Temps reste mon préféré parce que justement, j'ai ce truc j'ai jamais entendu ce truc-là avant. Ouais. Ah, mortel. Et franchement, bravo là-dessus parce que c'est trop fort. Elle est venue d'où cette idée-là d'intégrer de la valse avec derrière des espèces de gros breakdowns qui tabassent. Non, mais c'est tous les breakdowns. Enfin, je vous laisse répondre. Après, je vais vous dire ce que j'ai ressenti après. On a le temps. Allez-y. Ok. Vas-y. En vrai, moi je me souviens qu'on a commencé La Valse du Temps, je crois que c'était aux États-Unis. Oui, on était en tournée. On était en tournée, on avait ces idées de rythme ternaire, et en fait, Flo, ça lui a fait penser à ce qu'il écoutait, la valse, tout ça, et en fait, le ternaire amène ces espèces de riffs old school, deathcore, mélo, tout ça, donc... C'est vrai que c'est pas commun, cette rythmique-là, cette signature rythmique dans le métal. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs à faire du coup dessus, et que c'était pas une obligation que ce soit vraiment extrapolé, et que finalement, peut-être qu'il y en a qui se disent pas que la signature rythmique elle est bizarre, mais c'est ça proposait une originalité, qui nous a donné tout le fil conducteur de la chanson. En fait, ouais. Et puis il y avait cette envie on a tout le temps envie de rajouter le petit truc en plus. Comment ? Parce que nous-mêmes, on aime bien être surpris. Parfois même, on finit des démos à 1 ou 2 musiciens et on l'envoie aux autres pour qu'ils nous disent ouais, putain, super idée, juste entre nous, tu vois, pour qu'on puisse être surpris de ça. Et puis je pense que ça fait partie un petit peu du groupe d'avoir des moments, comment on peut appeler ça, des plot twists, tu vois, des moments surprenants comme ça on aime bien, c'est tout, c'est notre truc. Donc commencer une chanson avec une valse, avec un rythme de valse au piano, et avec une voix style avec les airs roulés, etc. C'était c'est marrant, en fait moi ça m'a renvoyé la première fois que j'ai écouté ce truc là, ça m'a renvoyé une vibe un peu Amélie Poulain, c'est très bizarre. Mais complètement, c'est complètement Amélie Poulain, bien sûr. Nous aussi. Ça va plaire aux étrangers, de toute façon. Ouais, c'est clair, la France. Mais moi j'aimerais aussi qu'on parle de la fin du morceau, qui pour moi est une... Alors, attention, c'est positif ce que je vais dire là. D'accord ? C'est que moi j'ai tendance à dire les choses positives avec des mots un peu péjoratifs. C'est une catastrophe émotionnelle pour moi. Ok. C'est-à-dire que quand on préparait l'interview, donc on avait écouté l'album et tout ça, et je demande toujours à Elodie, qui s'occupe de vous, donc votre attachée de presse, de nous envoyer les lyrics. Et donc là, mon Dieu, c'est-à-dire que j'écoute, j'étais à côté de Lucas, et plus on avance dans la chanson, et plus je me relève, je vais pleurer. Et en fait, c'est juste l'intensité de la fin qui est vraiment, mais c'est d'une violence. Et ça, c'est la façon dont c'est interprété, la façon dont c'est composé, mais la façon dont elle est produite, les gars. Ok, merci. Donc, tout ça pour dire... C'était pas gagné. Ah ouais,
Eh bien, vous savez quoi, on va l'écouter, La Valse du Temps, et de toute façon, après, on va parler de la production, parce qu'on l'a dit, Landmark sont avec nous, on est complètement fans. S'il y a un groupe avec qui parler de production, c'est bien eux. Yes. La Valse du Temps, c'est tout de suite, c'est dans Bring the Noise, et c'est sur WeFM. Et il y a pas mal d'influences également. Moi, je me suis rendu compte, j'en parlais avec Lucas, c'est que plus je rencontre des groupes français, et plus je me rends compte que les groupes que j'écoutais quand j'étais ado, eh bien maintenant... ce sont les influences, l'inspiration des groupes actuels finalement. Et c'est là que je me rends compte, en fait, c'est juste que j'ai vieilli et que ces groupes-là ont le même âge que moi. Parce que voilà, Linkin Park, Blink, Sum 41, ce sont mes influences au-dessus, quoi. Et quand je sais que tout à l'heure, vous allez nous faire un petit cover de Linkin Park, je me dis, voilà, il y a quelques chansons, il y a quelques morceaux en tout cas qui nous ont fait penser à ces influences-là. Et j'aimerais savoir, dans quelle mesure, justement, ils vous inspirent. Devine. En vrai, c'est beaucoup. On écoute, même quand on écrit un album ou quand on est dans une démarche de création, on écoute la musique pour s'inspirer. Et souvent, on revient à ce qu'on écoutait quand on était plus jeune, et du coup, on s'écoute des classiques. Ah ouais, mais tu te rappelles dans Météora, là, le truc. Et du coup, tu réécoutes, mais tu analyses. Oui. Tu fais, un autre regard de ça. C'est un autre regard. Donc, du coup, c'est une deuxième écoute. C'est une écoute du coup, genre, ah ouais, mais la production, ils ont mis ça, c'est super intéressant. Du coup, en fait, ça nous donne des idées. Donc, du coup, on redécouvre des classiques qu'on connaît par cœur. Et c'est pour ça que tu as cité Blink, Linkin Park, Slipknot, on a écouté du Gojira, on a écouté du rap, on a écouté, on adore écouter de la nouvelle musique pour s'inspirer des éléments, des samples, de la production. Sûr, donc quand on est dans un processus de création, on écoute vachement parce que parfois il y a des idées qui peuvent venir comme ça, et il y a un petit truc qui va t'inspirer. Tu le commandes pas, quoi. Il y a ça aussi, c'est que c'est de l'ordre quand même de l'inconscient. J'imagine. Il n'y a pas une. Alors peut-être, mais je suis pas sûr qu'il y ait une volonté de faire comme. Non. Mais en tout cas, il y a un truc inconscient qui se passe. Combien de fois ça nous est arrivé de faire des riffs et quelqu'un dans le groupe capte, mais ça, tu savais que c'était. En fait, t'as fait le riff de tel groupe. Et là, tu fais ah bon, j'ai pas fait exprès. Ça nous arrive. Oui, mais tout le temps, c'est une évidence. De toute façon, c'est normal. C'est ça pour tout le monde, je pense. Par contre, on s'est rendu compte que s'inspirer des groupes qui ont créé notre identité et quand on était gosse, c'était toujours plus intéressant que de s'inspirer de groupes plus récents, parce que ça a plus de valeur pour toi qui a grandi, et ça a plus de c'est avec ça que tu vas pouvoir développer ton propre style, je pense. Et mais c'est comme ça que eux faisaient. Oui, c'est parce ça. En fait, c'est une boucle. C'est pour ça que je me dis, Blink, c'est s'inspirer d'autres groupes avant. Et donc maintenant, en fait, c'est juste, on a passé le relais. Et moi, ça me fait sincèrement plaisir parce que je me dis, mais ça, c'est ma génération, les gars, en fait. On s'inspire des groupes qui nous ont donné envie de faire de la musique. Mais oui, c'est le plus important. Simplement. Et tout en gardant votre identité. Parce que ça... C'est un truc dont on parle souvent. Ouais, c'est important. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on se dit vous concernant. C'est-à-dire que quand on met vos titres et qu'on nous dit pas qui c'est, on sait que c'est vous, si on vous connaît, etc. Il y a quand même une patte, heureusement. Ça fait toujours partie de... Il faut que ça sonne Landmark. C'est-à-dire que même si on va prendre ça, il y a toujours ce truc-là où il faut que dans tous les cas, il y a des sonorités qui sont propres à nous, genre le son de guitare. Exactement. Mais... on va pas trop loin non plus. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans la chanson, que les gens reconnaissent que ce soit notre patte. Après, forcément, Flo, tout le monde connaît le chant de Flo. Tout le monde, dans tous les cas, arrive au moment final de la production, on se dit, ok, il faut quand même que ça nous ressemble. Parce que si, les sections rythmiques chez vous sont très 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 particulières, je trouve. Elles vous sont vraiment propres, quoi. Notamment même dans Deep Inferno, par exemple, où il y a en plus le chant rappé comme ça aussi. Je trouve que ça vous est très propre, et à titre personnel, je vous identifie aussi beaucoup sur les sections rythmiques, quoi. Ok, j'ai l'impression que vous avez, intéressant. On a un bien groupe poussé la percussion. Je pense qu'on est un groupe qui joue beaucoup sur la rythmique, en effet. Oui, c'est possible. On a la chance d'avoir un très bon batteur, un très bon bassiste aussi. Et puis on aime les riffs de guitare, les Metallica et tout ça. Il y avait parfois des riffs où il y avait pas beaucoup de notes en termes de mélodie, mais il y avait énormément de jeux de rythmique sur le Mediator. James Hetfield. Voilà, on peut pas y louper. Donc
Donc nous on aime ça. Et puis Gojira, c'est pareil, c'est un groupe extrêmement rythmique en vrai. C'est une guitare qui se, enfin comment dire, c'est pas une guitare qui se met en avant, c'est une guitare qui se met vraiment au service de la musique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a ce truc très basé sur la rythmique, très tribal parfois. Ouais. Oui, ça c'est le bon mot. Ouais. C'est vraiment le bon mot. Ouais, on aime ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on écoute The Great Unknown, qui là aussi, en fait, si on voulait, on diffuserait l'intégralité de l'album. J'allais dire c'est un de nos titres préférés, mais en fait finalement on va dire que tout est préféré. Mais du coup on va écouter The Great Unknown. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose en particulier de ce morceau ? Ouais, il y a eu l'écriture du morceau, tu peux en parler si tu veux, vas-y. The Great Unknown, on a voulu changer un peu la façon de composer ce morceau-là, parce que évidemment on avait des blocages, il fallait essayer de trouver, de débloquer des façons de travailler. Et je me rappelle, on parlait avec Kevin, on se dit ok, demain viens, on va au studio tous les deux et on jam. Okay. Et on jam, je t'enregistre la batterie en direct, moi je joue de la guitare en direct et on voit ce qu'il en sort. Et en fait, on commence chose qui est rare. Chose qu'on ne fait jamais. Parce qu'on a beaucoup moins de temps pour répéter, ne serait-ce que pour le plaisir, c'est pas tout le temps évident. Donc là, ils sont forcés, entre guillemets, à y aller pour le plaisir. Okay. Donc on jam et on fait une espèce de structure d'un morceau. Donc il y avait déjà le début de cette chanson-là, il y avait des pré-refrains, refrains, tout ça. Et on dit, ok, on a fait ça en une journée, c'est cool, on l'envoie au gars, on voit ce qui se passe. Et en fait, ça a fini que Flo a changé le pré-refrain, le refrain. Enfin, on a un peu tout remanié, mais c'était parti de cette base-là. Ouais. Et ça a donné cette chanson. Donc, influence Box Racer Blink. Ouais. À la base, c'était la volonté de Kevin et moi. Okay. Et ensuite, ça a amené au côté Linkin Park avec Flo, le truc. Donc, dans le refrain. Et ça a donné cette chanson. Donc, c'est pareil. À la base, c'était même pas une chanson qui était destinée à être sur l'album. C'était vraiment viens, on jam pour voir ce qui se passe. Pour voir si on peut débloquer un truc. Et ça a donné cette chanson. Ouais. Trop bien. Voilà, c'était une manière différente. Donc, ça a une énergie différente, c'est bien aussi. Ça a été fignolé en tournée, quoi. Je me rappelle, il y a eu beaucoup de versions différentes. Il y a eu le pré-refrain à la place du refrain, l'intro à la place. Il y a eu une décomposition de la composition. Mais en tout cas, c'est vrai. Elle a commencé comme ça, quoi. Voilà, c'était la petite histoire. Dans ce contexte-là, quoi. C'est ça. Et là, ça y est, on y est. On va parler de la production de ce disque. Alors, moi, j'ai vraiment encore une fois utilisé des termes sentimentaux. Enfin, j'ai parlé avec mes émotions. On n'est pas des geeks. On n'est pas des geeks, voilà. Nous, oui. Voilà. Ça tombe bien. Donc, du coup, on va faire. Je trouve que c'est hyper lourd, hyper intense, puissant. Et là, c'est là où je vais encore passer pour une dingue. Quand j'entends de la première à la dernière chanson, j'ai l'impression de me noyer de plus en plus. Ouais. C'est vraiment une ambiance. Il y a un truc aquatique, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que moi je le ressens, encore une fois. C'est mon cerveau, mes émotions, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que vous nous emmenez quelque part où on doit creuser quelque chose et je trouve que ça te prend en fait. Ok, oui, c'est bien décrit, j'aime bien. C'est un peu le principe de la pochette de l'album où il y a le V avec ces vagues-là et on a voulu faire une métaphore du fleuve du Styx avec ce protagoniste qui descend le fleuve. Oui. Donc peut-être que quand on écoute cet album, on a l'impression d'être dans ce fleuve-là, dans la barque, et on descend et je pense que ça a dû faire écho avec la pochette. Ouais. Avec la pochette, mais même comment vous avez travaillé les sons parfois, il s'est passé des choses, quoi. Ouais. Eh ben, c'est sympa de le dire. On a tellement de choses. On a fait beaucoup. Alors, on produit les albums nous-mêmes. Donc, du coup, on peut prendre le temps sur le temps de l'écriture de l'album ou de la production de l'album dans notre studio. Dans notre studio, de le faire à notre rythme. Ça, c'est intéressant. Et on avait une volonté sur cet album-là de faire ressortir un petit peu plus, parce qu'on est quand même un groupe de métal moderne et on aime le son super produit et tout, c'est pas un problème, on va pas se mentir, quoi. On va pas dire qu'on veut jouer, qu'on est les Beatles, quoi, et que tout est sur bande, mais on voulait quand même essayer de faire ressortir un peu plus sur cet album le côté organique, le réel et raw, un peu plus brut du truc. Subtilement, mais a priori ça suffit pour que vous le captiez. Ça fonctionne parce que on en parlait aussi juste avant et on se disait il y a un truc, moi j'ai une référence là-dessus,
c'est vraiment Gojira pour le coup, qui réussissent à aller un peu à l'encontre de tout ce qui se fait actuellement dans le métal moderne, qui est avec des choses très 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 produites, voire trop parfois. Là, il y a ce truc, et je pense que le terme exact, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est organique. Quoi. Ils vont vraiment encore plus là-dedans. Quoi. C'est clair, oui. Voilà. Ils peuvent se permettre, ils font ce qu'ils veulent. Vous, c'est vrai que ça se sent. Il y a cette volonté, je pense, vraiment d'avoir quelque chose qui est très produit, mais qui est très produit aussi en ce sens. Bah ouais. Après, il y a un truc, c'est que l'album, il a été enregistré sur 2 ans. Oui. 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire que nous, vu qu'on a la chance d'avoir un studio, généralement, quand on finit une chanson, on l'a finie, on l'enregistre. Sauf qu'on n'a pas encore les 7 autres chansons, vu qu'elles n'existent pas. Donc peut-être que sur l'écoute générale, on ressent cette sensation de temps, parce que dans l'enregistrement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Flo, il n'a pas enregistré toutes les chansons en 2 jours. Ça a pris, mais c'est différents moments. C'est un plus. Hein. Je pense. Différentes intentions, différents sons, différentes batteries, différents placements de micro. Et aussi à la voix, j'essaye toujours de faire... alors, encore une fois, ça reste très produit, on va pas se mentir, c'est très moderne. Mais j'essaye de faire... sans parler même de la production, plutôt l'intention, l'interprétation, ou le choix des placements. J'essaye de faire en sorte que ce soit quelque chose qui ressemble à un humain qui est en train de chanter ou de crier, qui est faisable en live, qui avec des respirations à des endroits logiques, des choses comme ça. Mais je me force pas à le faire, mais naturellement. Mais c'est ça qui me plaît plus, plutôt que stacker des trucs qui n'ont pas de même sens. Avec Lucas, justement, on parlait beaucoup de ta voix aussi. D'accord. C'est une force d'interprétation. Tout à l'heure, vous l'entendrez dans Suffocate. Il y a même les respirations, ça nous... Bon, vous me voyez pas là. C'est quelque chose de naturel. Ouais, c'est quelque chose de naturel. On sent les intentions, en fait. Tant mieux. Et je pense qu'un bon artiste, un bon chanteur, c'est aussi un bon interprète. Ouais, c'est bien dit. Et donc, et je pense que c'est limite plus important, je crois, pour transmettre les émotions, de réussir à les interpréter, parce que on en discutait aussi, parfois on comprend pas forcément les paroles, mais si dans la musique, dans la production, et justement dans l'intensité, dans l'intention que tu mets dans ta façon d'exprimer les choses, la claque, elle est là, quoi. Trop bien. C'est ça, ça fait partie des choses, en effet, qui sont importantes pour nous. C'est la sincérité sur l'interprétation des morceaux. Avoir un truc qui se rapprocherait même presque du live, peut-être. Mais il y a beaucoup de gens tout au long de notre carrière qui nous ont dit parfois même qui préféraient nos versions live à nos versions CD. On le prend comme on le prend. Genre le CD il est nul. Voilà, comme un compliment ou pas. Faites tout de suite un album live en fait. Et moi je suis pas contre les critiques, tu vois, j'aime bien. On a la chance avec Landmarks, on a quand même une chance, c'est de pas avoir été critiqué à outrance. On a toujours eu beaucoup de soutien dès le début. On a eu toujours des gens qui n'aimaient pas, aucun problème. Des critiques, on en a eu un petit peu, mais elles se sont fait vraiment discrètes. C'est vraiment, on a eu la chance d'avoir beaucoup de soutien tout au long de notre parcours. Donc du coup, quand il y a des critiques qui sont un peu développées, moi je les écoute. Bien sûr. C'est pas qu'elles me touchent, qu'elles me font du mal, c'est que je me dis, il a une raison de dire ça. Cette personne-là a une raison. Elle a réfléchi, elle s'est dit, il y a ça va pas. Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui me touche pas, ou alors il y a un truc qui foire dans leur manière de faire ou quoi. Enfin, peu importe ce que la personne ressent, je l'écoute, tu vois. Bien sûr. Et ça me fait penser. Ça reste dans un coin de ma tête et je me dis. Parfois, je me pose la question et je me demande si la personne a finalement raison ou pas. Peut-être que toutes les personnes qui nous adorent et qui nous font des compliments n'ont pas vu le petit défaut que la personne avait pointé, tu vois. Et tout est subjectif dans la musique, il n'y a pas de vérité, de défaut ou pas de défaut, mais bon, bref, en tout cas, de temps en temps, je me remets en question. En tout cas, ça me fait cogiter. Et le fait que certaines personnes nous disent, et plusieurs personnes nous ont dit qu'en live, on brillait plus qu'en album, finalement. Ça nous a incité à essayer de retransmettre l'énergie du live dans nos albums au maximum.
Voilà, a priori, c'est un peu réussi. Alors merci. Vous avez bien joué le truc. Justement, en parlant de prise de risque, on va écouter Suffocate en session live acoustique parce qu'on le rappelle, Landmarks sont avec nous déjà pour une interview. Merci encore les garçons d'avoir accepté l'invitation. Et puis, vous êtes là aussi pour nous offrir une session live acoustique. Alors, Suffocate avec Bertrand de Chunk No Captain Chunk à l'origine. Ouais, exact. C'est assez, on en parlait justement avec Lucas parce que justement en termes de prise de risque, aussi, Chunk c'est quand même très pop-punk. Oui. Donc mélanger les deux univers déjà de base à l'époque, je trouve que c'était déjà là quoi. Ouais. En plus, en fait, Paul, c'est son deuxième groupe. Oui. Donc, du coup, et nous, on a toujours été très fans de Chunk. C'est-à-dire que je me rappelle quand on a commencé Landmarks, 2014, 2013, 2014, on regardait les vidéos de Chunk qui partaient aux États-Unis. Les Warped Tour. Exactement. Donc, on a été proches, on a toujours été potes parce que voilà, le monde de la musique est petit. Et on a toujours été des gros fans de Chunk. Quoi. Et il vient sur scène avec vous à l'Olympia, quoi, après. Et en fait, Bertrand, qui est un très bon producteur. Oui. Voilà, faut dire que Bertrand, à l'époque, on était aussi fan de son travail parce que il faisait des mix. Il avait mixé le premier album de Chunk. Incroyable. Et nous, on se demandait comment il faisait à l'époque. On débutait, nous, le mixage et le mastering. Et on était bluffés. C'était le premier en France à ramener à faire des mix américains comme ça. Là. Il était trop fort. Gros master, des machins. Comment il fait? Quand on écoutait ça, moi je sais à l'époque qui collectionnait tous mes Rock One et les Rock Sound où je voyais Good Charlotte et tout ça. C'est vrai que il y avait Chunk et je me disais mais ça vient de chez nous en fait. C'est tellement stylé. Et du coup, nous on était toujours intéressés de collaborer avec. Sachant que Bert aussi est un très bon songwriter quoi. Oui aussi. Donc, c'est vrai. Il écrit beaucoup dans Chunk. Et à ce moment-là il est venu à Marseille. Voilà, à ce moment-là de notre parcours, on voulait collaborer avec des amis à nous qui étaient bons songwriters et donc Bert, on a contacté Bert et il a accepté direct. Il est venu chez nous. On a écrit la chanson ensemble. Trop bien. C'est trop cool. On l'écoute tout de suite. Suffocate en acoustique, c'est dans Bring the Noise par Landmarks et c'est sur WeFM. Je suis trop fière d'interviewer des groupes qui savent écrire. Voilà. Oui, c'est important de le dire. Les paroles de cet album sont intenses. Oui. C'est intense. J'ai remarqué que le mensonge, la peur et les démons revenaient souvent. Aussi que ce soit les mensonges des autres, mais aussi les mensonges qu'on renvoie envers nous-mêmes ou envers les autres aussi. Et donc, je me dis, ces textes-là sont vraiment importants. Je pense également à ce qu'il y a dans Creator où on dit All these lies only feed the pain, don't want to cope with my fear, don't want to face it. Donc en plus, c'est un côté, je vais m'enfuir, c'est un peu compliqué, mais il va falloir que je guérisse ça. Et il y a aussi le I've been trapped in this cage for so many years. I've been through the darkest place I've ever fucking been. Et donc, extrait de. Pas marrant en vrai, je rigole, je sais pas pourquoi. Ça pète l'ambiance. C'est pas drôle. C'est pas marrant, pourquoi tu rigoles? Moi, je suis là pour mettre l'ambiance, les gars, ok? Donc, moi, j'aimerais bien, du coup, parler de santé mentale parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur sur WeFM et particulièrement dans cette émission, Bring the Noise. J'aimerais juste déjà demander comment vous allez. Ça va. Voilà, déjà. Bien. Comment vous prenez soin de vous, les garçons? On apprend en grandissant à prendre soin de nous de plus en plus. Chose qui n'était pas le cas durant les premières années du groupe. Enfin, c'est faux. On a quand même un train de vie, un rythme de vie et comment on peut appeler ça une hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est ça, qui est plutôt bonne, je trouve. On a toujours eu une bonne hygiène de vie. Nico s'est même mis au sport, s'est remis au sport. Ouais, monsieur remis au sport. Au bout d'un moment, genre, ça devient tellement intense niveau tournée, machin et tout. C'est soit il y a deux choix, c'est soit tu finis alcoolique, soit tu te mets au sport, tu manges bien parce que du coup, c'est intense. Tu dors mal, tu manges mal. T'es pas en forme. On a la chance de ne pas avoir d'addiction dans le groupe. On a quelque chose qui arrive quand tu as un groupe de rock. Donc on est parti déjà de ce truc-là où on n'a pas d'addiction à l'alcool, ni à la drogue, ni à quoi que ce soit. Donc c'est déjà
pas mal comme base pour partir en tournée, etc. Mais il n'empêche que c'est difficile les tournées, que c'est difficile pour le mental, pour le physique. Et ne serait-ce que la malbouffe déjà, tu vois, ça joue énormément. Ça peut être quelque chose ça peut plomber le moral. Hein. Oui. Voilà. Ça nous arrivait déjà de faire 3 burgers d'affilée et on était en mode les gars, ça va pas du tout. Ouais. Je suis en dépression, il faut qu'on aille manger des concombres. Genre, clairement. En plus, je crois que ça c'est genre scientifiquement prouvé. Il me semble que plus tu mets des couleurs des couleurs saines dans ton assiette, et plus en fait ça fait monter le taux de dopamine et tout dans. En vrai, je pense que quand la musique à notre niveau devient genre tellement, ça devient notre vie de tous les jours et je pense qu'il faut arriver à quand même dégager du temps pour soi. Ouais. C'est-à-dire que aller voir sa famille, aller faire du sport, aller se promener le dimanche. Parce que sinon, je pense que tu arrives vite à saturation. C'est-à-dire que on est sur Landmark du matin jusqu'au soir. Ouais. Et parfois, il faut un peu prendre du recul. Alors, ça ne veut pas dire de tout arrêter d'un coup. Non, ça veut dire juste que s'autoriser à prendre soin de soi, en fait. À lâcher. Et personnellement, par exemple, moi, à faire du sport, faire du tennis, quand je vais faire mon match de tennis, je pense pas au groupe. Ouais. Et ça dure le temps du match. C'est-à-dire que ça dure 1 heure, 2 heures. Je me fais ma petite parenthèse. Ouais. Et en fait, genre, du coup, tu te retrouves avec toi-même, vraiment. Donc, tu es là, tu penses à ta respiration, tu penses à tes coups. Donc, du coup, tu sors un peu de ce truc-là. Et je pense que c'est important pour les gens de trouver quelque chose qui est autre que le truc que tu fais tous les jours. Et même si c'est notre passion, on adore faire ça, attention. Mais c'est un travail comme un autre, donc s'enfouir dans le travail, chose qu'on a fait pendant 10 ans. Et on s'est acharné. Et qui a porté ses fruits, mais... à quel prix ? Voilà, pile au moment où ça pouvait être trop, on l'a réalisé. Et moi, personnellement, et du coup, j'en parle dans cet album, qu'il y a un truc où, à un moment donné, c'est plus sain. Et de toute façon, qu'est-ce que tu as d'autre à raconter si tu fais que ça finalement, qu'est-ce que je vais raconter d'autre ? Il faut vivre à côté. J'ai une anecdote où je me suis rendu compte qu'il y a eu une période de ma vie où, donc, le début de Landmark, c'est disons les 10 dernières années, où je pensais tellement musique et avec un grand M, quoi, avec tout ce qu'on fait à côté, c'est-à-dire la production, le management, le truc, le design, tout ce qui avait un rapport avec le groupe ou notre métier de producteur, que j'avais oublié certains hobbies que j'avais à côté ou certaines choses à côté de la musique que j'adore. Je m'en suis rendu compte un jour où un pote m'a posé la question. J'ai déjà raconté cette anecdote, je sais pas si je l'avais déjà dit. J'ai un pote qui me dit, bon alors, dans la voiture, il me dit ça, on rentrait de soirée, il me dit, il voulait qu'on parle pour pas qu'on s'endorme, alors il me posait des questions un peu random comme ça. Mais bon, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, il me fait, bon alors à part la musique, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et je réfléchis 2 secondes et je le prends un peu mal, je fais, comment ça, à part la musique, je fais de la musique, quoi, je suis à fond et je fais que ça, tu vois. Il me fait ok, il me dit t'énerve pas, c'est juste pour parler, tu vois. Je fais non, je sais pas, je fais du basket, je lui dis, alors que j'avais pas fait de basket depuis 4 ans, tu vois. Et j'ai commencé à cogiter sur ce que j'aime, sur ce que j'aimais, sur ce que j'aime faire, des choses que j'avais laissées de côté et que j'adore en fait. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait j'étais la tête sous l'eau, quoi. Donc j'ai ressorti un ballon de basket, j'ai ressorti mes mangas, c'est que moi j'ai mes jeux vidéo, les trucs qui me faisaient du bien, qui me faisaient déconnecter. Et j'ai réappris à prendre du temps. C'est en fait comment on prend soin de soi, tout simplement en prenant soin de soi, en prenant du temps pour soi, en déconnectant et en étant dans le moment présent. Ça, c'était quelque chose de difficile. Arriver à apprécier un moment qui n'est pas associé à Landmark, à ton boulot ou à ta carrière. C'est ne serait-ce qu'aller voir ses parents et aller manger à midi. T'en as pour 2 heures, profite des 2 heures. Et pense pas, projette pas. À l'entrée, machin, tu dis, il n'y a pas de mail, le truc, je vais kiffer mon repas et let's go, quoi. J'ai mis longtemps à comprendre ça. D'ailleurs, je dis à mes parents, arrêtez de me parler du groupe quand je viens manger. Oui, c'est ça. Mais tu dis qu'il y a un moment où vous avez quand même réussi à réaliser avant que ça pète, entre guillemets. Ouais.
C'est-à-dire que tu penses qu'il y a un moment où pour le groupe ça aurait pu péter ? Non, je pense pas. En revanche, s'il y en a un qui pète, ça pète le groupe, quoi. Ouais. Après, nous, on a la chance de tous très bien s'entendre. Ouais. On est très sains entre nous, tout ça. Et on fait très attention les uns des autres. Oui. Donc, je pense que... Ça aide, j'imagine, au quotidien. S'il y en a un qui est pas bien, on va faire en sorte de le soulager. Enfin, on est très... solidaire. On est très solidaires. Bah, vous vous aimez, quoi. Donc, on est une vraie bande de potes, ouais. Vraie bande de potes. Et ça, je pense que ça a aidé la cohésion du groupe. Et en tout cas, on a envie de faire ça le plus longtemps possible. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se dit, ok, mais gros, là, pars en vacances. Vas-y, mais pars une semaine, t'inquiète, on s'occupe de tout. Tu vois, on est comme ça, on est vraiment, on s'occupe, on voit qu'il y en a un qui est au bout du rouleau. Ouais. On va dire, ok, vas-y, lui, il part, nous, on gère tout. Donc, on est vachement à l'écoute, on est bienveillant entre nous, et c'est naturellement. C'est naturel, ouais, c'est pas... Ouais. Non. Ouais, c'est des choses. Il n'y a pas de recette miracle. C'est assez simple ce qu'on dit là, mais mais c'est tellement important. C'est la vérité. En fait. Ouais, c'est important de rappeler les principes de base. Bah oui, en fait, c'est jamais trop de le rappeler, c'est jamais trop bateau, parce que sinon il y aurait pas un taux de dépression en France à ce niveau-là. Non, c'est sûr, faut dire les choses. Mais après, c'est important de parler de santé mentale. Parce que oui, en effet, il y a des gens, parfois, tu vas pas bien, et c'est ok de pas aller bien. Et c'est ok. Mais c'est ok d'en parler, en tout cas, de dire, les gars, genre là, j'ai vraiment besoin de partir en vacances parce que j'en peux plus. Oui. Et en fait, il faut écouter la personne. Mais qu'est-ce que tu dis Oui, c'est bon. C'est bon, allez, détends-toi. Tu vois. Et en vrai, c'est un peu comme un appel à l'aide. Oui, mais c'est en mode, les gars, j'ai vraiment besoin de vacances. Si je pars pas en vacances, ça va empirer. Ça va empirer. Ouais, ça va pas le faire. Donc il faut prendre au sérieux les gens qui disent j'ai besoin de souffler un peu. C'est comme tout boulot où tout le monde a besoin de vacances, ces vacances d'été. Dans ce boulot-là aussi, même si c'est un métier passion, même si c'est génial, il y a tous les côtés plus difficiles que les gens ne voient pas. On n'a pas de vacances imposées. Tu peux ne jamais en prendre. C'est ça. Donc nous, on s'impose des vacances. C'est bien, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de pouvoir se retrouver avec soi-même, c'est ça. Et bien du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute... Alors, j'allais dire c'est ma préférée. Bon, j'arrête pas de dire ça. Oui, arrêtons de dire ça. Le morceau qui ouvre l'album The Darkest Place I've Ever Been, c'est The Darkest Place I've Ever Been. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, dire à quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est ce morceau-là qui va ouvrir. En même temps, c'est un très très bon choix. C'était pas le choix premier qu'elle soit au début de l'album. Je crois même. Il y avait le titre de la chanson avant d'avoir le titre de l'album. Okay. Mais je crois même que cette chanson était censée être la dernière de l'album, ou un truc comme ça. Et puis, en fait, quand tu écoutes la chanson, tu te rends compte elle a pas sa place ailleurs qu'au début. Ça n'a aucun sens. Elle est vraiment faite pour introduire un album. Il y a tout dedans. La présentation du groupe et tout. Il y a tout finalement. Et cette chanson, elle a eu pas mal d'étapes. Et en fait, j'ai eu le nom un jour de la chanson sans avoir commencé la chanson du tout. J'avais le nom m'est venu en tournée. On était en tournée. Je chantonnais sous la douche, je sais plus. Et j'ai eu le nom de la chanson et c'est resté dans ma tête pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'au moment où, c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, où j'ai eu le nom d'une chanson plus une phrase. J'avais donc les premières phrases du début, j'avais quasi tout le début en tête et j'essayais de trouver la musique adaptée à ça. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à le faire parce que cette intro, elle est un peu bizarre au niveau du chant. Les placements sont assez particuliers. C'est pas simple. Il y a une structure qui est pas. Qui est atypique. Ouais. D'ailleurs, on voulait pas la sortir comme ça. D'ailleurs, on s'est dit mais c'est le bordel. Cette partie-là, elle a pas de sens avec cette partie-là. Mais ça. Et on était en mode. Mais en fait, c'est trop bien. C'est un enchaînement de riffs et de condensé de ce que vous êtes. C'est une espèce de c'est une carte de visite. Une carte de visite, c'est ça. Et à la fin, c'est ce qu'on s'est dit. On fait, mais en fait, c'est tout ce qu'on kiffe. On le met en ouverture. Ça montre qui on est. Et Et comme elle a une manière d'être abordée encore différente des autres chansons, elle a pas une structure pop, couplet, refrain, et que ça apporte forcément quelque chose en plus. Elle nous fait beaucoup, elle nous fait ressentir beaucoup de choses. Cette chanson, on l'aime beaucoup. Donc elle a carrément donné le nom
de l'album, quoi. Ouais. On a trop hâte de la voir en live. Ouais. Je me demandais d'ailleurs si c'est pas le titre qui ouvrirait les concerts du coup, mais peut-être. Peut-être. Faut venir nous voir en concert. Vous avez la réponse. Justement, on parlait de prendre du temps pour soi. Prenez vos places pour aller voir Landmarks en concert. On vous donnera les dates tout à l'heure. Alors, on vous a vu à l'Olympia. C'était trop bien. Trop bien. Lucas était là parce que Lucas a 10 000 talents. C'est-à-dire que c'est un excellent journaliste, un très très bon animateur. Il a pris aussi des photos de votre concert. C'était bien cool. J'étais très très fière. J'étais super fière. Mais à la fin du concert, il y a eu cette grosse annonce qui a fait pleurer, quoi. On était trop émus. Mais nous parce aussi, que... on a pleuré. Ah là là, mais c'était tellement... En fait, si vous n'étiez pas au concert, sachez que à la fin du show, il y a eu une vidéo un petit peu rétrospective, on peut dire ça comme ça, depuis le début. Donc on voit à quel point il s'est passé plein de choses, comment vous avez travaillé, vous avez tout vécu en tout cas ensemble. Et bam, Zénith, 31 janvier 2025. Et on a fait what the fuck 2026. Oui, sinon c'est passé. 2026, what the fuck. Donc j'imagine que il y a eu énormément d'émotions d'annoncer ce truc. Déjà l'Olympia, c'était énorme de faire l'Olympia pour un groupe de métal. C'est exceptionnel pour nous. On a bien bossé le set, on appréhendait. C'était une étape, quoi. C'était sûrement un de nos meilleurs concerts. C'est mes préférés, surtout que c'est déroulé. Surtout que c'était un concert spécial parce que notre famille est venue. Il y avait nos proches, il y avait notre entourage, le monde pro, les professionnels, tout ça. Donc c'était. De toute façon, quand on joue à Paris, généralement, il y a toujours ces petits trucs où tu te mets la pression parce que c'est la capitale, c'est là où il y a les médias, c'est là où il faut bien se faire voir, tout ça. Donc dans tous les cas, Olympia, pas Olympia, tu joues à Paris, t'as la pression. C'est clair. Donc et là, on avait décidé de faire quelque chose d'un peu spécial et donc diffuser cette petite vidéo qui retraçait un peu les 10 ans du groupe. Donc il y avait des images de nous dans des caves. Première cave. Et du coup, nous, on matait en même temps la vidéo. En plus, on l'avait pas vue en amont parce que on l'avait fini le jour même. C'est-à-dire que tout se faisait. Vous savez, tout se fait dans la précipitation, tout ça. Donc le concert se passe, on se met sur le côté de la scène et on regarde cette vidéo et en fait, les larmes aux yeux, machin. Donc forcément, le concert est fini, la pression redescend, donc c'était émouvant entre nous. Et donc personne n'était au courant évidemment qu'on allait annoncer le Zénith. Et même nous, on savait le fait d'avoir l'image, tout ça, ça nous a ému, quoi. Avec les gens et tout, ça a pris. Mais déjà l'Olympia, c'est exceptionnel. Alors là, le Zénith, on n'y pense pas de suite. On projette pas trop. On prépare, mais on projette pas trop. On a pas mal d'autres concerts avant. Oui, déjà il y a cet été, vous vous arrêtez pas. On a pas mal de festivals. C'est ça, on part en Australie aussi, donc. Je pense qu'au bout d'un moment, quand il va falloir bosser le set du Zénith, on va faire les mecs, c'est le Zénith. Il va falloir mettre les bouchées doubles, quoi. Non, mais j'espère que vous êtes fiers de vous, quand même. C'est hyper important. Oui, on est fiers, on est très fiers, bien sûr. C'est hyper important parce que vous avez énormément travaillé. Là, on écoute tout ce que vous avez dit tout au long de cette interview. Il y a énormément de travail, mais il y a énormément de cœur aussi. Et je suis trop contente pour vous de ce Zénith. Ça va être bien, on sera là. Oui. Évidemment. Avec plaisir. Surtout qu'à Paris, on prépare toujours des shows. Des petites surprises aussi. Des petites surprises. Oui. Sans vouloir trop teaser. Stade de France 2029, on y est. Fallait pas le dire. Stade de France. Alors, je le rappelle, Landmarks sont avec nous donc à l'occasion de la sortie de leur nouvel album The Darkest Place I've Ever Been, mais également une session live acoustique. Et le troisième titre que vous allez nous interpréter, il s'agit d'une reprise. Je vous laisse en parler, je ne dis rien. Voilà. Ça paraît évident. Donc, Linkin Park, on a choisi Linkin Park. On a choisi la chanson Bleed It Out. C'est Bleed It Out, on trouvait qu'elle était adaptée à un format acoustique. Et d'ailleurs, elle est presque acoustique, cette chanson. Elle est avec guitare électrique et batterie, mais ça sonne comme si ça avait été enregistré dans une pièce tous ensemble. Épurée, Bien sûr, il y a beaucoup moins d'éléments et elle était intéressante. Alors, elle est compliquée au chant, on va pas se mentir. Non, mais c'est que je me permets de le dire, vocalement, passer avec Chester, c'est
Et il faut se lancer, quoi. Waouh. Parce qu'il y a un scream dedans qui... Ouais. C'est pas un cadeau en réalité. C'est pas un cadeau du tout, cette chanson. Il passe ou il passe pas. C'est l'enfer. Voilà, on va le dire. C'était dur, mais bon, on s'est dit, allez, on se lance une Linkin Park, ça nous va bien. Et même si c'est pas, elle est pas dans nos albums préférés, celle-là, c'est quand même un gros banger. C'est une super chanson en vrai. Donc, ouais, voilà, on s'est donné le challenge. Mais c'était cool, ça nous a fait travailler en vrai, parce que c'est pas une évidence. Quand on entend cette chanson, on se dit c'est simple. Il y a une batterie, un petit riff de guitare. Ouais, mais le tempo, la rythmique, le rap, c'est fou. L'intention, elle est vraiment bien foutue, cette chanson. Et puis pour le coup, toi, tu fais les deux. Tu fais Mike Shinoda et tu fais Chester en même temps. Ah ouais, ils ont pas voulu m'aider. Voilà, je me retrouve à tout faire comme d'hab. C'est comme dans Landmark. T'as l'impression qu'on a 15 chanteurs. Non, il y a que Flo. Mais justement, tu te rappelles quand on écoutait justement du Landmarks dans l'Open Space, il y a Hugo donc, qui s'occupe des réseaux sociaux et qui filme cette interview. Il a fait « Oh, mais c'est pas le même chanteur !» mais c'est lui aussi là. On avait... Oui. Et bien voilà, vous allez voir Mike Shinoda, Chester Bennington et en même temps, on a aussi Flo, les trois voix en même temps. C'est tout de suite dans cette cover de Linkin Park, Bleed It Out dans Bring the Noise sur WeFM. Et avant de vous laisser partir, messieurs, eh bien on a quelques questions en vrac. Oui, la première est la suivante. Est-ce que vous vous rappelez du premier concert auquel vous vous êtes rendu, même si c'est pas du rock, pas du métal? Moi, oui. Ouais. Ah ouais? Vas-y. Il me semble que c'était Henri Dess au Dôme de Marseille. Ah ouais, avec mon papa. Ouais. Mortel. Alors, je sais pas quel âge j'avais. J'étais très petit, je crois. Moi aussi, c'était un truc un peu comme ça. C'était Lavilliers que je suis allé voir. Alors, moi, je suis originaire de La Réunion, donc je suis allé le voir là-bas. Mais c'était trop bien. Par contre, ça m'a vraiment donné envie d'écouter de la musique, quoi, clairement. Le premier concert, c'était le Dôme, donc c'était gigantesque. Ah ouais. C'est C'est énorme. Il se peut qu'un des premiers concerts que j'ai vu, concert, c'était au Dôme aussi. Mais sinon, le tout premier concert que j'ai vu, ça doit être mon père qui faisait ses concerts aussi, parce qu'il est guitariste et chanteur. Pareil. Donc c'est sûrement ça que j'ai dû voir petit, le tout premier concert. En vrai, c'est mignon. Ouais. De ouf. Est-ce qu'il y a quelque chose, pas forcément par regret, ça peut être tout simplement comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez dans votre carrière aujourd'hui, en tant que Landmarks? Non. Rien du tout. Rien du tout. On ferait tout pareil. Franchement, ouais. Trop bien. Ouais. Et dernière question, pourquoi aimeriez-vous que l'on se souvienne de Landmarks dans le futur? Pour notre accent, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on lègue? Je sais pas, c'est aux gens. L'héritage Landmarks. C'est les gens de nous qu'on dire vient de Marseille, qu'ils oublient pas ça. Tu sais, on fait une propagande. Quoi, on est là. Vous oubliez pas. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils retiennent? Nos musiques. Ouais. Simplement. On met tellement de cœur dans nos musiques que s'ils peuvent retenir les paroles et les riffs, ça sera la plus belle chose. Ouais. Eh ben, c'est parfait, les amis. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Bravo encore pour cet album qu'on a kiffé. La rédaction a aimé. Un petit peu. Vraiment un tout petit peu. Je le rappelle, l'album de Landmarks s'appelle donc The Darkest Place I've Ever Been. Il est très bon. S'il vous plaît, achetez le merchandising, achetez des places de concert, puisque je le rappelle, il y a une date très importante. C'est le 31 janvier 2026. Mais il y a également des dates de festival. Il faut suivre le groupe, il faut soutenir la scène française et soutenir la musique en fait en règle générale. On va clôturer cette interview avec Sulfur. C'est tout de suite dans Bring the Noise sur WeFM. Merci les garçons. Merci beaucoup.